Bernard Kouchner, bonjour. Bonjour. Merci de cet entretien pour évoquer l'actualité, l'Ukraine et la Crimée, la Syrie, votre rôle depuis des décennies. Alors, nous enregistrons vendredi, référendum ce dimanche. Question que beaucoup de gens se posent, est-ce qu'il faut avoir peur de la Russie? Non. Il faut la considérer avec beaucoup de sérieux. Il faut connaître un peu ce qui les anime, le bien fondé ou le mal fondé des réclamations. Mais nous ne devons pas accepter la brutalité de M. Poutine. Vous avez traité avec lui, hein. Vous étiez ministre des Affaires étrangères, dans l'affaire géorgienne notamment, vous étiez face à lui. Oui. Il y a une conviction, il y a une vraie conviction chez eux. Il y a une vraie détermination. Il y a une vraie menace. Il y a beaucoup d'habileté à la mettre en scène, cette menace. Et puis une brutalité très forte. Conviction, quelle est la conviction? Ils veulent réintégrer leur place, la place qu'ils occupaient dans la période de la guerre froide, c'est-à-dire au niveau des Américains. Ça, c'est une obsession chez eux. Hein. Oui, oui, ils veulent récupérer, retrouver leur rôle dans la politique internationale. Et en même temps, profondément, chez Vladimir Poutine, il y a l'injustice qui consistait à diviser, faire cette fédération, larguer tous ces pays qui étaient le glacis autour de l'Union soviétique, et il veut en récupérer ce qui s'est passé, vous l'avez dit, en Géorgie, et ils y sont encore. Car malgré, c'est une leçon, malgré toutes les admonestations, ils sont restés en Ossétie du Sud et ils ont encore l'Abkhazie. Et ils ont procédé de façon extrêmement brutale. Ils furent un peu provoqués par les méthodes de M. Saakachvili, qui avait raison sur le fond, mais... Comme ils ont été provoqués, pardon, par certaines méthodes à Kiev, par exemple, quand on a parlé du russe, de l'enseignement du russe, il y a une part d'erreur. Vous sautez sur l'occasion, les choses ne sont pas complètement semblables. Chaque pays a son histoire, et l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, ces histoires communes sont autrement importantes que ce qui se passait en Géorgie, où on a toujours cru que c'était des bandits qui venaient infiltrer la Russie et l'Union soviétique. Non, c'est semblable d'une certaine façon parce que, oui, la provocation a eu lieu, mais c'est une provocation démocratique, ils n'ont pas l'habitude. Que voulaient les gens de la place Maïdan? Au départ, ils voulaient lutter contre l'abjecte façon de gouverner, c'est-à-dire la corruption inouïe qui se faisait jour dans ce pays. Quand Yanukovych est tombé, il y a eu un vrai... Vous avez été heureux, par exemple? Oui, moi j'ai trouvé ça... Non, je trouvais qu'ils étaient héroïques, qu'ils étaient sur cette place, qui ne représentait pas complètement toute l'Ukraine. Il y a eu une démonstration de la société civile et des partis politiques d'extrême droite, ça existe aussi, bien sûr, mais majoritairement, la société civile en avait marre et ils voulaient... C'était une nouvelle révolution orange, mais là, contre tous ceux, même ceux qui avaient fait... qui étaient des politiques et qui avaient fait la révolution orange. Face à des tirs à balles réelles, il y avait un vrai courage. Hein. Oui, il y avait un vrai courage de leur part, mais et surtout une vraie, comment dirais-je, une vraie outrance, le moins qu'on puisse dire. C'était immonde quand même de demander à la police de tirer à balles réelles. Hein. Alors ça a duré longtemps, d'accord, mais en dehors de ça, c'était un mouvement relativement, comment dirais-je, doux et c'est sans violence, n'est-ce pas? Alors, ce référendum en Crimée, les prochaines heures, prochains jours diront ce qui va se passer. Enfin, quand on dit c'est une terre russe, c'est vrai? Oui. C'est une terre russe, mais l'Ukraine est une terre russe depuis très longtemps. L'Ukraine, Kiev, c'est le berceau de la nation russe et en particulier de l'orthodoxie, de la religion russe. Et pour les Russes et pour les gens qui étaient dans l'Union soviétique, leur prendre l'Ukraine, c'est difficile, n'est-ce pas? Nous avons essayé de récupérer l'Alsace et la Lorraine, nous, et les Français. Et puis, oui, ils avaient l'impression que toute cette partie-là, c'est-à-dire la Russie d'Europe, c'était chez eux. Bon. Vous avez parlé, je vous ai entendu parler de toute cette géographie mentale, hein, Sébastopol, Yalta, les villas des grands soviétiques, oui, tout ça. La Côte d'Azur des soviétiques, oui. Ça veut dire qu'ils resteront, les Russes ne partiront pas, de toute façon. Je crois qu'il faut, au moins dans un premier temps, se résoudre à ce que la Crimée, pas l'Est de l'Ukraine, la Crimée soit pour une part séparée. On peut penser à des solutions fédératives, on peut penser à d'autres liens. Nous l'avons réussi au Kosovo, bien que, encore une fois, Poutine a complètement tort de dire que c'est la même chose. Au Kosovo, je vous le rappelle... C'est leur grand argument. Hein. Vous avez été haut représentant de l'ONU au Kosovo. Oui. C'est pas vrai que ça ressemble? Ça ressemble parce qu'à un moment donné, il a fallu séparer des gens qui se seraient assassinés toute leur vie, ou tout ce qui leur restait de vie. Au Kosovo, il y a eu l'épuration ethnique, d'immondes méchancetés, enfin je veux dire, des crimes atroces. Et puis il y a eu 1 million, toute la population sont sortis
ce flot de gens qui étaient en Albanie, qui étaient au Monténégro, qui étaient partout, vous vous en souvenez. Donc c'est pas pareil. Énorme différence pour les Européens. Il n'y avait pas d'autre solution que... Oui, pour eux, ils pensent qu'on a pris un pays et qu'après tout, ils font voter. On redessine les frontières, on dit voilà, une grande majorité et une population veut tel rattachement, on leur donne. Là, il y a quand même une comparaison, non ? Oui, il y a une petite comparaison, mais elle n'est pas fondée historiquement, parce que les uns et les autres, au Kosovo, les Serbes et les Albanais s'assassinaient complètement. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble, donc il a fallu trouver une solution qui comportait une adhésion future à l'Union européenne et une possibilité de faire une fédération balkanique s'ils voulaient. Donc il y avait une solution. C'était momentané. Oui, le Kosovo, devenu indépendant, pouvait, avec la Serbie, ce qui est en train de se passer, entamer une nouvelle histoire et entretenir des relations différentes, pacifiques. Vous disiez, attention, la Crimée, ce n'est pas tout l'est de l'Ukraine. Oui. Est-ce que dans le cerveau de Poutine, il peut y avoir l'idée qu'il peut aller encore plus loin ? Oui, il doit se le dire, j'en suis sûr. Mais enfin, il procède bien, vous savez, il a une géographie de la tête et une espèce de brutalité qui nous surprend, bien entendu. Non, je pense que... Quel homme est-il ? Vous avez traité avec lui quand on est face à Poutine. On entend des choses divergentes. Certains disent c'est vraiment l'homme de glace, d'autres disent pas du tout, il y a quelque chose de beaucoup plus... Comment il était ? Enfin, il n'est pas loin de la glace. Ouais. Quand on est hostile avec lui, quand la situation est tendue, il est très figé, il a des yeux très transparents, et puis d'un seul coup il s'anime, et vous êtes surpris par la brutalité et la verdeur de son langage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il disait ? Bon, enfin, oui, il est très violent, très brutal et extrêmement, parfois grossier, oui. Beaucoup disent, il dit ce sont des cons, par exemple. Il y a comme ça ce langage très... Bien sûr, mais enfin... Vous qui avez pratiqué les communistes, les anciens communistes, les soviétiques, il y a quelque chose de ça chez lui ? Il a gardé ça, ou bien c'est russe, ou bien c'est quoi ? Comment vous définissez ça ? Vous savez, le communisme est né en Russie. Enfin, il est né, il a eu sa première expression. Et il a un langage, oui, de glacis et d'impérialiste qui défend son précaré. Et il a un langage qui ne ressemble pas... Ça n'a rien de dialectique, quoi. C'est pas la souplesse et l'intelligence. C'est une façon très déterminée d'affirmer ses droits qui nous impressionne, parce que nous ne sommes plus comme ça. D'un autre côté, on a M. Obama qui a choisi de ne plus faire la guerre, de ne plus être le gendarme du monde, même s'il est resté, je pense, le représentant du plus grand pays du monde. Et donc, de l'autre côté, vous avez une espèce de... comment dirais-je, c'est un peu plus moyenâgeux, hein, c'est pas exactement... Mais leurs arguments, qui sont faux, c'est de dire, vous avez fait voter un peuple, Kosovo, et d'autres, d'ailleurs, on pourrait dire, on pourrait parler du Soudan du Sud, on pourrait parler de l'Érythrée, on pourrait pas. Oui, vaut-il mieux ? C'est ça la question. La question, c'est, vaut-il mieux séparer des peuples qui s'assassinent ou, comme au XIXe siècle, donner au nationalisme le plus, comment dirais-je, loin de la réalité même, au nationalisme, la première place ? Je crois que dans la globalisation, on ne peut plus faire comme avant. Il y aura un monde très différent. L'Union européenne en est la préfiguration, même si elle est difficile. Et on s'intéressera au groupement des peuples différemment. L'Union européenne, dans toute cette affaire, est-ce qu'elle s'est grandie ? En tout cas, elle a existé. Ouais. Elle a existé, il était temps. Elle a existé en manifestant avec surprise qu'elle existait. Ouais. Elle a existé sans le savoir. Elle a existé parce que avec Mme Ashton, ce n'était pas exactement pareil, le moins qu'on puisse dire. Et donc là, on s'est aperçu ce que nous savions, nous, que 3 ministres des Affaires étrangères de pays importants, ça a du poids. Alors, s'il y en avait eu 28, vous vous rendez compte. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, à Kiev, par exemple, bien sûr, bien sûr. Robert Blum, le président du cercle diplomatique qui vous invite ici à Genève, rappelait que M. Poutine parle allemand, Mme Merkel parle russe. Ils se parlent, hein, c'est oui, vraiment ils se parlent, mais ils ne sont pas d'accord maintenant. Ouais. Oui, Madame... Elle joue un rôle vraiment ? Oh, bien sûr, bien sûr. L'Allemagne, vis-à-vis des pays de l'Est et vis-à-vis de la Russie, joue un rôle dominant, mais la Pologne aussi. Et la France, d'une certaine façon, qui veut arranger les choses, joue aussi un rôle, mais pas le même. Est-ce que l'Europe paye son manque de puissance militaire ? Il y a un très beau dessin de Chapat, le dessinateur du temps, qui montre Poutine sur un jeu d'échecs. Lui a des chars et des missiles, et puis en face, il y a l'Europe qui essaye de jouer vaguement un peu de politique. Avec ses fromages, oui. Ouais. Écoutez, oui. Un monde de bisounours ? Pas complètement vrai. Nous ne sommes pas chez les Américains d'extrême droite qui nous négligeaient. Non, la preuve, quand nous opérons en Afrique, à l'appel des Africains, ils nous trouvent quand même existants, le moins qu'on puisse dire.
Oui, 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 il faut une défense européenne. Oui, 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 on ne fait pas de politique sans défense, pour ne pas s'en servir, bien sûr. Mais il faut une défense européenne. Et il n'est pas normal que des pays comme la France et l'Angleterre sacrifient un important budget dans leur budget national pour la défense et que les autres n'en fassent pas autant. À leur échelle. Dans l'esprit d'un Poutine, pour revenir à ça, le fait que l'Europe soit si peu armée, ça la rapetisse? Bien sûr, sûrement. Mais quand il nous voit ensemble, il se rend compte que nous existons beaucoup. Et nous existons, ils existent et nous existons. Parce que n'oublions pas que c'est M. Poutine qui fournit le gaz, en particulier à l'Allemagne. Je ne dis pas ça pour la France, car nous avons des ressources d'approvisionnement très différentes. Et nous n'en dépendons pas du gaz russe. Pour une toute petite part seulement, nous dépendons. Mais il se rend compte que nous sommes aussi les 500 millions d'hommes et de femmes les plus riches du monde. Ça devrait compter. Mais avec la manière dont nous nous y prenons, parce que finalement, tout le monde privilégie son petit succès national pour continuer d'être élu, et on ne se rend pas compte que nous allons avoir affaire non seulement à M. Poutine, mais aux Chinois bientôt. Et il faut se rendre compte aussi que de la nécessité absolue d'avoir une Europe unie et militaire, encore une fois, pour ne pas s'en servir. L'Europe, vous savez qu'en ce moment, dans le débat politique suisse, c'est un mot qui n'est jamais indifférent. Les Suisses ont voté, comme vous dites, le 9 février, en grande partie contre l'Europe, contre l'immigration de masse, contre l'Europe. Quelles leçons, vous avez retenues de ce vote? Que malgré mon amour pour eux, les Suisses se trompent souvent. Et c'est bien dommage pour eux. Et c'est une grosse erreur. Cette façon d'exister à l'intérieur de ces frontières, c'est passé. Déjà, même les banques suisses sont passées, n'est-ce pas? Enfin, pas complètement. Elles sont puissantes. Elles ont des beaux restes. Oui, d'accord, elles ont de beaux restes, mais elles doivent suivre la règle universelle. Mais est-ce que ça, c'est une erreur absolue de dire l'émigration de masse? D'abord parce que sans l'émigration de masse, n'est-ce pas, la Suisse irait quand même beaucoup plus mal. Ça veut dire, en gros, l'Allemagne et la France, majoritairement, d'autres aussi, qui viennent travailler chez vous. Mais beaucoup d'Anglais, beaucoup de Français, d'Allemands voteraient sans doute pareil si on leur donnait le droit de s'exprimer par référendum ou autre. Vous avez une compréhension pour ça ou pas du tout? Non. J'ai une compréhension de leurs erreurs. Je voudrais qu'ils se rendent compte que nous ne sommes plus, nous, pas seulement la France, l'Europe, la Suisse aussi. Nous ne sommes plus le centre du monde. Nous ne sommes plus l'exemple suprême, sauf dans notre mode de vie. Et d'ailleurs, tout le monde veut venir vivre chez nous. Mais pour le reste, il faut s'adapter à la mondialisation. Il faut être meilleur que les autres, il faut travailler plus que les autres, il faut inventer plus que les autres. Nous ne le faisons pas. Ce n'est pas en fermant nos frontières qu'on vendra nos produits. Ça, sûrement pas. Alors on va dire que je suis un libéraliste à tout craint. Tu parles. Personne n'a été plus de gauche, social-démocrate, maintenant qu'on peut le dire en France, parce que Hollande l'a dit. Le grand tournant a eu lieu. Mais non, le grand tournant, moi, il a toujours été le même. Mais simplement, il faudrait s'entendre entre nous. Quand on voit le spectacle de guerre civile en France, alors on a compris que les Français n'avaient rien compris. Cette Europe qui fait peu rêver, est-ce que c'est un problème d'homme aussi? Vous citiez Mme Ashton, dans le grand public, personne ne connaît Mme Ashton, les commissaires. Il y a eu des Delors, il y a eu des Mitterrand. Non, oui, d'accord. Vous avez été un ministre des Affaires européennes. Oui. La génération actuelle est un peu molle? Oui, je crois qu'elle n'a rien compris. Mais la génération actuelle, ça dépend où on l'arrête. D'Européens, de dirigeants européens. Lorsque j'ai été ministre des Affaires étrangères, nous avions un gang de ministres des Affaires étrangères somptueux, formidables, décidés, courageux. Mais nous ne heurtions pas au même problème que maintenant. Mais sur l'Iran, nous n'avons pas été mal, d'ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'en ce moment, il n'y a personne. Mais ça veut dire qu'on n'a pas, comme nous l'avions, la détermination européenne d'abord. Et il faut pour ça faire, pardon, mais je lance le mot, une Europe fédérale. Oui, c'est difficile, on croira que voilà, les Français deviendront un peu moins arrogants et les Allemands parleront un peu moins fort. C'est comme ça. Si on ne fait pas ça, nous allons perdre. La Syrie, 3 ans, 3 années de guerre avec une violence tout à fait inouïe. L'Europe a reculé, les États-Unis surtout ont reculé. Oui. On ne fait rien, au fond. Presque rien. D'abord, on pouvait faire seulement au début. Maintenant, on ne va pas faire la guerre. C'est comme avec M. Poutine. On ne va pas faire la guerre à la Russie. Vaut mieux être un peu plus souple et un peu plus malin que lui. Ça va être difficile, mais nous y parviendrons. Intervenir en Syrie, c'était possible. C'était possible au début. Non, c'était tout à fait possible et nécessaire au début. Même les Anglais et les Français tout seuls l'auraient fait. Oui, des frappes précises sur les aéroports, sur les batteries. Oui, oui, oui. Et nous devions le faire. Pourquoi? Parce que la population civile était frappée. Beaucoup plus, 95% des blessés et des morts font partie de la population civile. Donc il fallait le faire. Qui a eu peur? Là, on a dit on fera, puis Bachar va s'en aller. Écoutez, il faudrait que les dirigeants voyagent un peu plus, qu'ils aillent un peu plus les mains dans le cambouis, et qu'ils ne fassent pas seulement des visites aux ambassades. On sait ce que c'est qu'un peuple quand on l'a
affronté, quand on l'a aimé, quand on l'a détesté, quand on est avec lui, il faut voyager plus. Nous ne serons plus rien bientôt si nous ne le faisons pas, pas seulement les voyages, mais nous rendre compte que le monde extérieur existe, que le monde extérieur nous impose de nous transformer. Bernard Kouchner, on va reparler de vos vies de ministre, d'humanitaire, de médecin, etc. Un mot quand même sur la politique en France. C'est une actualité très fournie ces temps-ci. Tristement. Ça vous fait rire. Oui. Les écoutes judiciaires de Nicolas Sarkozy, ça vous a choqué? Oui. Quoi exactement? Qu'est-ce qui vous a choqué exactement? Bon, écoutez, comme vous le savez, un ministre des Affaires étrangères, même un ancien, ne parle pas de son pays à l'étranger. Suis-je à l'étranger avec vous? Non. Écoutez, moi, quand je rentrais de Guinée, j'ai cru que je m'étais trompé et la République bananière, c'était en France. Pourquoi? Parce que nous intéresser dans une période aussi difficile, aux écoutes d'un président. Alors quoi, on l'a écouté presque 1 an? Et les autres ne le savaient pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'y croit. Je ne dis pas qu'il a peut-être failli. En fait, c'était sur quoi? Aurait-il reçu de l'argent de M. Kadhafi? Moi, il m'a toujours affirmé que non. J'en sais rien. Mais ça ne veut... Et écoutez, les avocats, c'est insupportable. Je ne peux pas supporter que l'API, qui se dit des droits de l'homme, se mette à écouter les avocats. Ça veut dire qu'il n'y a plus de justice. Et puis, qu'est-ce que c'est, ces gens de la justice qui donnent leur texte à la presse en permanence? J'ai rien contre la presse, comme vous le savez. Ça dépend comment elle se conduit, comme vous le savez. Bon, enfin, c'est pas possible que la France soit ce spectacle. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut comprendre un jour ou l'autre que droite-gauche, c'est un tout petit peu dépassé. Est-ce qu'il y a une recette pour qu'ensemble, nous fassions ce que l'on doit faire pour rejoindre le peloton de tête? Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Encore un exemple. Eh bien, après une campagne très très dure, le SPD a fait alliance avec la CDU. Eh bien, c'est bien. C'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, Hollande et Sarkozy travailler ensemble, eh bien, ça va être dur. Alors, vous parliez de l'affaire, du volet. Écoute, sur le fond de l'affaire, le soupçon que Kadhafi ait donné de l'argent pour la campagne de Sarkozy, c'est possible? Mais j'en sais rien, moi. On m'a toujours dit non. Enfin, en tout cas, quand faisais partie de ce gouvernement, on m'a toujours dit non. J'ai aucun élément pour dire oui. Alors, il y a des gens qui pensent qu'on vous a dit que le chef Moussa Koussa, etc. Tout ça. Moi, j'en sais rien. Mais de toute façon, au bout d'un certain temps, 4 ou 5 ans, ça va. Qu'est-ce que c'est que cette justice de Zorro, là? Si c'était révélé, oui, ce ne serait pas ça va. D'accord, ce ne serait pas ça va, mais ce n'est pas révélé. Est-ce que les écoutes ont révélé cela? Non, si j'ai bien compris. Mais je n'ai pas compris grand-chose, parce que c'est incompréhensible. Et donc, en écoutant sur un sujet, un président et ses avocats, puis qu'on ne me dise pas qu'ils n'ont pas écouté les avocats, parce que quand on parle aux prévenus, il n'est pas prévenu, mais à la partie qui est attaquée, évidemment, il parle à son avocat, donc on écoute. Kadhafi était assez retors pour vouloir en tout cas donner de l'argent à des dirigeants occidentaux. J'en sais rien, mais c'était pas une raison pour le tuer, non? Enfin, j'en sais rien, il est mort. Donc j'en saurais rien, Alors, qui est capable, avec tous les gens qui théoriquement sont au courant, d'apporter des preuves? Depuis maintenant... presque 3 ans, n'est-ce pas? Apparemment, il n'y a pas eu de preuves. Alors on écoute. Et puis pendant ce temps-là, on prend des renseignements sur autre chose. Ça n'est pas un procédé acceptable. Bernard Kouchner, je lisais votre fiche Wikipédia. Vous savez combien de pages elle fait? J'en sais rien, je m'en fous, je lis jamais. 23 pages. Il y a au moins 20 pages d'erreur. Et vous savez, avec ces choses-là, on ne peut pas les corriger, ça ne sert à rien. Le nombre de conneries qu'on écrit sur moi, vous savez. On y voit quand même le nombre de vies que vous avez vécues, c'est quand même très très impressionnant. De médecins... Je vous en prie, monsieur, le coup du jeunisme. Non, c'est pas du jeunisme, ni du vieillisme. Auteur, l'invention de l'ingérence. Le fil conducteur de tout ça, c'est quoi? Le massacre des populations. Je me suis rebellé, je trouve que j'étais médecin, c'était peut-être plus facile, contre les massacres de masse, évidemment contre l'Holocauste, évidemment contre les génocides. J'ai assisté à tout ça. On dit toujours après un épisode, jamais plus, et on en fait tout le temps. Les émotions premières, ceux qui ne vous aiment pas, vous savez ce qu'ils pensent, que vous êtes cabotin, hableur, personnel... Vous voulez que je vous en fournisse d'autres? Bon, tous les hommes politiques ont une part de ça. La part... Mais moi, je ne suis pas un homme politique, c'est ça toute la différence. Vous l'êtes un peu quand même. Non, j'ai toujours eu un métier, j'ai toujours fait mon métier. Je ne suis pas un homme politique professionnel, je n'ai pas attendu... Parce que vous savez, quand vous êtes élu, vous quittez la société civile, vous devez, si vous voulez gagner la vie et celle de votre famille, vous devez être élu. C'est ça qui tient les gens par un parti. Moi, je n'ai jamais été un homme de parti. Vos émotions premières, mis à part les carrières, vraiment, vous avez une émotion, c'était quand? Le premier souvenir de ça, c'est quoi? Écoutez, j'ai eu plein de souvenirs. Moi. Vous savez, à l'époque, quand j'ai fait mes études, il y avait des fascistes à l'université, c'est sûr, j'en ai eu plein. Mais je crois que mon plus grand souvenir, c'est le Biafra.
c'est de contempler ce qui ne devait plus arriver, c'est-à-dire les massacres effrayants d'enfants qui mouraient par dizaines de milliers, par centaines de milliers. On ne pouvait rien faire parce que c'était une détermination. Je veux dire, c'était un assassinat, c'était l'arme alimentaire, comme on le reproche maintenant d'ailleurs. J'ai entendu Jean Ziegler, mon ami Jean Ziegler, qui disait encore ce matin à propos de ce qui se passe en Iran et en Irak, Ashraf et le camp Liberty. Oui, les enfants du Biafra mouraient parce qu'on empêchait la nourriture d'arriver. Aujourd'hui, vous continuez. Un hôpital en Guinée, par exemple, que vous avez promu, c'est toujours vous. Oui, enfin, j'essaie de continuer un peu dans l'humanitaire. Un hôpital en Guinée, oui, 3 ans d'efforts. Difficile, sans évidemment complètement bénévole. L'argent venait de France, des donateurs en France et en Suisse, d'ailleurs, dont le cercle diplomatique que vous avez cité et que je remercie. Les femmes de Guinée, dans ce bidonville qui est au milieu de la ville, qui s'appelle Koronti, accouchaient par terre. Au bout d'1 heure, elles se levaient, elles reprenaient la cuisine pour leur mari et de s'occuper des autres enfants. Je n'ai pas supporté ça. J'ai essayé de faire cet hôpital. Il se trouve que, par miracle, il a été inauguré la semaine dernière, oui. L'envie d'avoir un destin, une des plus vieilles phrases de vous savez, on la sort souvent, mais elle est tellement extraordinaire. Je crois que c'est dans le journal Clarté en 63. Vous dites « Je suis communiste et rastignac ». Paradoxe, détrompez-vous, le mélange n'est pas détonnant, il est même étonnamment efficace. Vous riez, je vous attends. Oui, vous pouvez m'attendre encore. C'est pas fini. Là, hein, c'est-à-dire le panache, un peu de provoque. Oui, bon. Agaçant, évidemment. Vous savez très bien que ça agace formidablement. Maurice Thorez, oui, d'accord. Mais attendez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre et que je n'ai pas encore compris. C'est comment avons-nous pu, nous, des gens généreux, exaltés, qui voulaient changer le monde, croire au communisme? Vous l'avez été communiste? Non, je n'ai jamais été moi-même communiste. J'étais à l'Union des étudiants qui était anti-stalinienne et se battait contre le parti qui nous a chassés. Je n'ai jamais été inscrit au Parti communiste. Mais c'est pareil. Mais rêve, vous l'avez compris. Oui, il y avait un rêve qui était l'égalité, la transparence les uns avec les autres. Comment avons-nous pu croire à tout ça? Nous ne voyons pas, comme par exemple, en ce moment, l'Europe et surtout la France ne voient pas ce qui se passe autour d'elle. Dans la globalisation et le reste du monde, et les gens qui travaillent et qui inventent, nous ne voyions pas, alors que c'était tout près. Nous avions oublié, d'ailleurs j'ai écrit un livre qui sortira, j'espère, dans quelques temps, avec Adam Michnik, le grand dissident polonais. Nous avions des ambitions communes, mais eux, ils connaissaient le communisme et ils luttaient contre, et nous, quelque part encore, nous aspirions à cela. Il y a une très belle phrase de Camus qui dit « Quelque chose, chez eux, aspirait à la servitude ». On parlait de vos fils conducteurs. L'éloquence, c'en est un. Vous commentiez sur ce plateau les funérailles de Mandela. J'étais frappé de voir que vous écoutiez Barack Obama et il y avait un regard de connaisseur. Vous disiez, quelle éloquence. C'est sûrement un des plus beaux discours qu'il ait prononcé. Alors que d'habitude, il ne croit pas trop à ce qu'il dit. Il est très au-delà. Vous dites que c'est un homme froid. Hein. Quand il vous rencontre, il regarde un peu à travers vous. Ça me frappait, vous disiez ça. Oui, mais je suis aussi conscient que c'est parce qu'il ne s'intéresse pas à toutes les choses qu'il fait. Ce qui l'intéresse, lui, c'est son peuple, les États-Unis, les Noirs à l'intérieur des États-Unis, la place des États-Unis, et par exemple, dépenser plein d'énergie pour lui faire un système social et une assurance maladie différente. Ça, c'est lui, et il y croit. Le reste, finalement, le Moyen-Orient... là, il a l'air un peu déterminé contre M. Poutine. Ça n'ira pas jusque... à l'enfer de la guerre, bien entendu, mais heureusement. Mais il est un homme admirable dans cette, comment dirais-je, dans cet au-delà qu'il voit toujours à travers vous, oui. Vous êtes témoin de génération, vous avez connu Che Guevara, Fidel Castro, Aragon... Mais je fais encore beaucoup de courses à pied, vous savez. Il y a pas mal de morts dans la liste. Vous croyez à la vie après la mort? Non. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes resté athée complet. Complètement. Ouais. Plus j'en vois et plus je reste athée. Mais je comprends que ce soit un confort. C'est une très belle assurance sur la mort, en tout cas, puisqu'on croit qu'on va vivre. Ça fait faire un certain nombre de sacrifices, de terrorisme et de saloperies terribles aussi. J'ai rarement vu une guerre qui n'ait pas de soubassement religieux. Merci Bernard Kouchner. Merci à vous.